Bien, c'est parti. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur, toujours l'apprentissage, non supervisé, hein. Là, j'ai mis ici le schéma, que je vais essayer de présenter aujourd'hui, qui sont les étapes standards dans une démarche relativement basique, d'un apprentissage non supervisé. Alors, essayons déjà de mettre le contexte pour que tout le monde voit bien les choses. Ensuite, je vais revenir sur ce schéma pour expliquer ce que je vais faire réellement et ensuite, je vais le faire réellement devant vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je fais un cours par ailleurs de clustering que je vais commencer fin janvier là dans notre master 1 informatique. Donc j'ai mis en place le matériel, l'environnement pédagogique pour travailler. Donc la page de cours il est là, hein, le site il est là, la page de cours clustering est là, très bien. Et je suis en train de compléter les différents tutoriels. Les tutoriels rédigés, il suffit de les rajouter ici, qui sont déjà rédigés depuis très longtemps. Voilà, mais il faut les récupérer un à un, mettre les liens PDF et tout ça. Bon, faut le faire, mais je vais le faire. Ensuite, ce qui manquait un peu, c'est les vidéos. Donc, je suis en train de compléter les vidéos pour accompagner chaque séance. Avant tout, pour moi, les vidéos, c'est un outil pédagogique. On est bien d'accord là-dessus. Donc, justement, dans ce cadre-là, j'ai mis en place une playlist. J'ai mis en place une playlist là, voilà, et je vais la compléter au fur et à mesure de différentes séances. Alors, encore une fois, pour moi, les vidéos, c'est un outil pédagogique, mais comme je sais qu'il y a d'autres personnes que mes étudiants qui viennent sur la chaîne YouTube en question, bah, j'essaie de la faire la plus générique possible. Comme ça, c'est profitable à tout le monde, hein. L'idée, de faire des supports, c'est que ce soit profitable au maximum de personnes, hein. Voilà. Bien. Alors justement, dans ce cadre-là, j'ai commencé une première vidéo déjà récemment où je montre comment on met les différentes étapes qui sont là d'ailleurs, les étapes qui sont là, hein, différentes étapes qui sont là. Il n'y a pas tout là, il n'y a pas tout, mais en utilisant le tandem Tanagra Excel. Pourquoi j'avais fait ça? C'est parce que je veux m'assurer que tout le monde a bien compris les formules que j'ai présentées en cours, hein. Les formules, vous les lisez, mais vous comprenez pas toujours, hein, ou bien vous passez à côté vite fait parce que c'est peut-être pas important. Mais si, c'est important les formules. En lisant correctement les formules, voilà, on comprend exactement ce que fait l'algorithme. C'est ça qui est important dans une formule. Euh, Apprendre une formule par cœur, ça n'a aucun intérêt. En revanche, savoir décrypter une formule, ça c'est important. Comme ça, vous voyez exactement ce qu'est en train de faire l'algorithme que vous mettez en place, hein. Bien. Alors, autre élément important également, j'avais dit, je le dis, mais je le redis encore, que mis à part donc il y a une séance 0 qui est remise à niveau sur les outils. Ensuite, il y a séance 1 où j'utilise Tanagra Excel pour m'assurer que vous êtes capable de décrypter les formules et les reproduire à la main. Et à partir de la séance 2, donc du coup, voilà, on va travailler essentiellement sous Python, bon, d'une part, et sous R. Je choisis l'outil qui me paraît le plus intéressant en fonction du thème du jour et en fonction des packages disponibles. Pour certains thèmes, il y a les packages sous Python qui sont meilleurs, et pour d'autres thèmes, il y a des packages sous R qui sont meilleurs. Voilà, donc hein. Normalement, hein, mais bon, on fera une remise à niveau. Normalement, vous êtes capable de fonctionner sur tous les deux, hein, voilà. De toute manière, moi-même par ailleurs, hein, j'ai mis en place des pages de cours ici. Ici, ma page de cours pour la programmation R, et ici, ma page de cours pour Python Data Science. Voilà. Bon, il y a de quoi travailler là. Mais bon, aujourd'hui, le sujet, c'est clustering. Alors, on travaille essentiellement sur Python et sur R, mais il n'y a pas que Python et R dans la vie. Ça aussi, c'est un élément très important. Et donc, je n'ai pas le temps de le faire avec vous, mais pour vous, pour les étudiants du Master 1 que j'aurai avec moi en TD, et pour toutes les autres également qui sont intéressés par le clustering, par la mise en œuvre de clustering, voilà, il y a d'autres outils intéressants. Entre autres, il y a un outil que moi je trouve génial, c'est Nine. Voilà, c'est un outil libre, voilà, il y a une version totalement libre qu'on peut utiliser, voilà, et qui est vraiment très intéressant, qui est très complet par ailleurs. Alors, mm, je ne vais pas revenir sur Nime parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'aurai pas le temps, hein. Le sujet aujourd'hui, c'est clustering. Même si on utilise Nime, le sujet principal, c'est clustering. Mais par ailleurs, moi-même, j'ai écrit une série de tutos sous Nime. On est bien d'accord là-dessus. J'en parle beaucoup et moi-même, je l'utilise pas dans ce cadre-ci, mais quand je fais des remises à niveau en début d'année pour certaines formations, le niveau en programmation n'est pas totalement homogène encore, hein, voilà. Et quand je fais des remises de niveau sur des méthodes de machine learning, comme le niveau sous R et Python n'est pas homogène, je ne veux pas perdre tout le monde au milieu, je ne veux pas perdre certaines personnes au milieu, hein, voilà. Donc c'est pour ça que généralement j'utilise Name. Naïm, les connaissances de base pour pouvoir l'utiliser sont, il y a pas, il y a de la barrière à l'entrée relativement basse, si vous voulez. Donc on passe sans problème, on fait un saute-mouton sans problème là, et on peut commencer à l'utiliser en ayant comme focus, bien sûr, la méthode de machine learning qu'on est en train d'étudier.
Alors justement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire aujourd'hui les schémas, schéma standard d'une analyse relativement simple, très simple même, d'une analyse de machine d'analyse donc non supervisée en utilisant la méthode des centres mobiles, les CAMINS. Qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai fait un petit schéma ici, je me suis embêté, hein, voilà, mais bon, ça me paraissait important de bien présenter d'abord, ensuite de le faire. Qu'est-ce qui se passe dans un schéma standard d'analyse non supervisée? Déjà, il y a une partie 1 que j'ai mis là, c'est j'importe les données. Si vous n'arrivez pas à importer les données sous votre logiciel, ça va être compliqué de travailler, hein. Voilà. Ensuite, toujours, je fais quelques vérifications avec des stats descriptives, ce que j'ai mis là. Ensuite, également, je fais de la préparation de données, de la standardisation, par exemple, hein. J'en avais parlé dans la précédente vidéo. C'est pas automatique, hein. On le fait souvent, mais c'est pas sûr qu'il faut le faire tout le temps, en réalité. Bon, en l'occurrence, ici, pour montrer comment on fait, je le fais sous Nime. Voilà. Donc ça, c'est l'étape 1. Une fois que les données sont bien préparées et qu'on est prêt pour faire l'analyse, on peut mettre en œuvre donc l'algorithme de machine learning. Là, en l'occurrence, j'ai pris les Camins. On verra que sous Nime, il y a d'autres outils possibles. J'aurais pu utiliser également une CAH ou d'autres méthodes qui sont disponibles sous Nime, hein. Voilà. Mais bon, j'ai pris les Camins parce que c'est une méthode ultra connue qui est enseignée systématiquement dans les cours d'initiation au clustering, en analyse non supervisée. Donc j'ai repris voilà ici. Mais bon, rien ne vous empêche de prendre un autre outil là, voilà, et de faire les mêmes étapes. Une fois que j'ai fait ça, je fais un commentaire des résultats, une petite analyse, comme j'ai fait sous Excel, hein, voilà, avec notamment les calculs des prototypes, hein, des moyennes, des barycentres conditionnels, voilà. Et parfois j'ai des variables illustratives, et c'est ce que je fais ici. Donc là, j'ai pris une variable illustrative, voilà, et je vais essayer de voir, de commenter les clusters, les groupes obtenus, les classes obtenues, voilà, en les confrontant à la variable illustrative. Ça, c'est la troisième étape. Une fois que c'est fait ça, je vais traiter un individu supplémentaire. Alors, ce qui est compliqué ici, c'est que on a fait une standardisation. Donc l'individu supplémentaire qui est encore exprimé dans l'espace originel, là, voilà, il faut le ramener dans l'espace des variables centrales réduites. Donc il faut appliquer la centrale réduction en utilisant la moyenne écart-type calculée sur l'échantillon d'apprentissage, hein, sur l'échantillon actif. On est d'accord là-dessus. Surtout que là, il n'y a qu'un seul individu là. Donc si vous centrez réduit, si vous le centrez réduisez sur le seul individu, vous avez un vecteur de 0. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est une question qui me vient souvent. C'est quand on centre et réduit, par exemple, un échantillon test, voilà, est-ce qu'il faut utiliser la moyenne écart-type de l'échantillon test? La réponse est non. Non, non, non. On utilise la moyenne écart-type calculée sur l'échantillon d'apprentissage. Et justement, on comprend très bien pourquoi, quand dans l'échantillon test, j'ai un seul individu. Le centrage réduction sur l'échantillon, ça n'a absolument aucun sens. Vous êtes d'accord là-dessus. Vous avez une colonne de non, hein, not a number. Division par zéro, parce que l'écart type d'un individu, avec un seul individu, c'est égal à zéro. Enfin, on est d'accord là-dessus. Une fois que c'est fait ça, on va essayer encore d'interpréter ce classement-là en projetant les individus dans un espace factoriel, avec bien sûr des pertes d'informations du coup, hein. Voilà, parce qu'on n'a pas toutes les variables dans le premier plan factoriel, on n'a pas toute l'information dans le premier plan factoriel, et on essaie de voir comment on peut situer cet individu supplémentaire dans le plan factoriel pour voir la classe qui a été assignée. Comment se situe l'individu par rapport aux différentes classes et pourquoi il aurait été assigné à telle ou telle classe. Voilà les différentes étapes. Voilà. Donc, on va reproduire ça sous Nine. Alors, dernier point important, quel fichier on va utiliser? Le fichier qu'on va utiliser, il est là, c'est les iris des fichiers. C'est pas celui qu'on va utiliser en TD. On est bien d'accord là-dessus, hein. C'est pour ça que je me permets de le faire ici, hein. Je ne veux jamais qu'une séance de TD soit une séance de copier-coller. Généralement, je fais quelque chose de similaire. Voilà. En revanche, après, on travaille sur un autre fichier. Et la difficulté, un des exercices, justement, c'est que vous êtes capable de transposer ce qu'on a vu sur un autre fichier de données qui a ses propres spécificités. C'est ça l'intérêt. Donc, c'est pas tout à fait mécanique, là. Il n'y a pas à faire exactement pareil. Il y a peut-être des choses différentes. De toute manière, dans le TD, vous le ferez sous Python ou sous R, hein. Donc, ce sera pas Name pour le coup. Mais bon, c'est intéressant que vous le voyez sous Name pour que vous puissiez faire la transposition. Alors, le fichier iris du fichier, il est ultra connu, hein. C'est qu'on a trois catégories d'iris. Donc, on a ici une classe qu'on va pas utiliser, hein. Elle n'est pas une variable active. Ici, la classe d'appartenance, Setosa versicolor viagenica. Et pour discriminer ces classes d'appartenance-là, ces types d'iris, on a les caractéristiques et donc morphologiques, voilà, des fleurs, pétales et sépales, lymphes et largeur.
Je connais rien aux fleurs, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit, c'est ce que j'ai lu là, hein. Bon, fichier Iris, c'est quand même un très très grand classique, il faut connaître les fichiers Iris. Voilà, après, faire des exercices systématiquement sur le fichier Iris, non. Là, c'est un tuto, c'est pour ça que j'utilise fichier Iris, mais l'exercice en TD, il sera pas sous Iris. Bien, tout ça est dit, donc je présente rapidement le fichier, il est là, je le mets là. Voilà, donc on a ici les variables actives qui vont être utilisées pour créer la partition, les classes, avec l'algorithme des k-means. Voilà les 4 variables actives. Voilà, on a les variables qui sont là. J'ai mis un numéro d'individu pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Voilà. Ensuite, ici, dans Species, on a la variable illustrative qui est le type d'iris associé à chaque fleur, justement, Setosa, Versicolor, Virginica. J'ai remis les mêmes numéros d'individus parce que quand on va apparier les fichiers, il faut être sûr qu'on a bien les bons éléments. Et enfin, dernier point important, on a ici l'individu supplémentaire qu'on va essayer de classer, hein. Donc on est bien sur ce schéma-là, hein. On est bien sur ce schéma-là. Ça, c'est l'analyse. 1 et 2, c'est l'analyse sur les individus actifs. Voilà. Ensuite, ici, l'individu supplémentaire sera sur la partie 3. Et la partie 4, justement, c'est le traitement. Voilà. Là, c'est la variable supplémentaire, hein. C'est la variable illustrative, hein. Voilà, c'est la partie 3 qui est là. Et la dernière feuille ici, c'est l'individu supplémentaire qu'on va classer, qu'on va associer à une des classes. Voilà, c'est la partie 4 qui est là. Et la partie 5, c'est pour aller plus loin, réfléchir un peu aux résultats qu'on est en train de mettre en place. Bien, alors je ferme, voilà. Et j'avais préparé, voilà, tac, j'ai réduit un peu ça pour qu'on voit tout correctement. C'est prêt ça, donc j'ai lancé NAEM, la version de NAEM que j'utilise, je viens de la récupérer, hein. On est le 8 janvier là, et j'ai récupéré hier, pour préparer, je vais quand même répéter un peu, hein. Voilà, la version 4.7.0. C'est la dernière que j'ai trouvée sur le site. Alors je vais récupérer ça et je vais le mettre sur l'écran à côté, comme ça j'ai un repère. Qu'est-ce qui se passe? Dans NAME, donc, on peut définir des différents workflows qui sont là, voilà, et on a les outils qui sont là. Donc ça, j'en ai parlé. Entre autres, dans les outils mining, on a les outils de clustering qui sont là. Vous avez bien vu, hein. Voilà, il y a différents éléments qui sont là. On aurait pu utiliser les k-means, on va utiliser les k-means, on aurait pu utiliser la CAH, on peut utiliser DPScan également, il y a différentes k-médoïdes, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous, on a fait les choix des k-means, hein. Alors déjà, première étape, il faut qu'on apporte les données, hein. Donc le fichier de données, je l'ai mis dans le répertoire démo, il est là. Voilà, je rouvre de nouveau pour que tout le monde voit bien, il est là avec ses différentes feuilles. Allons-y alors. Donc je vais d'abord ici, voilà, et je récupère l'outil qui permet de lire les fichiers Excel. Voilà. Oula, qu'est-ce que j'ai fait? Je le remets, hop là. Ah oui, ça peut pas marcher. Eh oui. Hein, oh là là. Oh non, je refais pas la vidéo là, hein. Bah oui, ça peut pas marcher. Pourquoi? Parce que j'ai pas créé un espace de travail. On est bien d'accord là-dessus. Si on peut pas créer aucun espace de travail, on peut pas travailler, hein. On est bien d'accord là-dessus. Donc, on a ici ce qu'on appelle des workflows, justement, qui sont un framework de travail, si vous voulez, ou un programme, hein, parce qu'on parle aussi de programmation visuelle. Et dans Clustering, il y a des exemples que j'ai fait par ailleurs, hein. Voilà, et je vais créer dans Clustering, je vais créer un nouveau workflow. D'accord là-dessus. Donc, je l'appelle, par exemple, clustering iris. Et justement, ce workflow-là, je vais le sauvegarder et je le mettrai en ligne. Comme ça, vous pourrez le récupérer et le réimporter dans Nine. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Très bien, voilà. Donc, on est bien ici, clustering iris. On est d'accord là-dessus, hein. Je vais un peu agrandir ça. Très bien. Une fois qu'il est là, qu'est-ce qui se passe maintenant? Bah, ce qui se passe maintenant, c'est qu'enfin, je vais pouvoir importer le fichier Excel. Boum. Ah, ça marche, hein, c'est quand même mieux, on est d'accord là-dessus. Alors, je vais réduire ça un peu parce que j'ai pas beaucoup d'espace. Voilà. Oh non, c'est un peu trop 90, on va dire. Voilà. Et je vais le paramétrer. Donc, je paramètre, configure. Voilà, je vais récupérer le fichier. Voilà. Sur le bureau, je vais dans démo. Voilà, iris. Il me dit, il y a plusieurs feuilles. Tu prends la première feuille. C'est nickel, je vais prendre effectivement la première feuille. Je clique sur OK. Une fois que j'ai cliqué sur OK, qu'est-ce qui se passe? Voilà, j'exécute. Très bien, on a le bouton, en fait, au départ rouge parce qu'on n'a rien fait, jaune quand on l'a paramétré, vert quand ça a fonctionné. Donc j'ai exécuté, là vous avez vu, hein, ça a fonctionné. Regardons un peu le fichier, il est là, il n'y a pas de problème là-dessus. Très bien.
Alors, on a les différents individus et il a créé lui-même sa propre numérotation des lignes. Voilà, bon, on commence à 0. Donc, du coup, moi, j'ai plus besoin de la colonne numéro pour le coup. Hein, je n'ai pas besoin de la colonne numéro, donc je vais garder que les 4 colonnes qui sont là. C'est comme ça que je prends un column filter. Je vais chercher l'auteur. Column filter. Voilà. Donc, il est dans manipulation column filter, vous avez vu, hein, manipulation column filter. Et je vais lui dire, je vais lui spécifier les variables actives. Je spécifie les variables actives. Donc, c'est toutes les variables qui sont là de la première feuille, pas numéro, parce que je ne vais pas calculer des statistiques descriptives sur numéro. On est d'accord là-dessus, c'est un identifiant. Hein. Bien, exécuter. Alors, pour voir les résultats, voilà, on a la table filtrée, on n'a plus que les 4 colonnes. On est d'accord là-dessus. Alors, toujours un premier réflexe à avoir, c'est de calculer les stats descriptives. Donc, c'est ce que je fais ici. Voilà, je vais chercher l'outil stats descriptive, statistics. Voilà, statistics. Hop là. Voilà, il est là. Vous avez bien vu, hein? Il est dans Analytics, dans Statistics, et Statistics, c'est là. Donc, je vais le brancher, tout simplement. Hein. Voilà, boum. Et un peu là, pour avoir un peu d'espace, parce qu'il y aura beaucoup à faire. Hein. Voilà. Et je configure, il faut prendre toutes les variables, tout simplement. Et il n'y a pas d'autres éléments à faire. Hein. Je ne calcule pas la médiane. Bon, on a un petit fichier ici, 150 individus. On pourrait calculer la médiane, mais bon, ce n'est pas nécessaire. Voilà, et je clique sur OK, exécute en OpenViews. Boum. Voilà, donc tout le temps, c'est les mêmes étapes. Hein. Tout le temps, c'est les mêmes étapes. C'est que vous placez l'outil, vous le paramétrez, vous l'exécutez. C'est bien ça. Hein. Voilà. Donc ici, on a les distributions. Voilà. On a le minimum, la moyenne pour chacune des variables. Il n'a pas calculé. J'ai pas demandé la médiane, maximum, l'écart type et tout ça. On voit ici l'asymétrie, voilà, et là, l'aplatissement. Ok, très bien, et on a la distribution ici, enfin sous forme d'histogramme. Histogramme. Ok, très bien, pas de souci là-dessus. Alors, autre élément très intéressant, c'est qu'on n'a que 4 variables ici. On pourrait faire un scatterplot des variables prises 2 à 2. Déjà pour voir s'il y a des points exceptionnels, qui sont atypiques, voir s'il y a des corrélations entre les variables, et peut-être qu'on peut distinguer des groupes en fait. Hein. Allons-y. Alors, c'est l'équivalent de Persware ou de scatterplot matrix avec Panda de Python. Hein. Donc nous, on va prendre scatter matrix. C'est bien ça, c'est bien ça. Boum. Voilà, donc j'écarte un peu ça ici. Voilà. Et je le mets là. Il n'y a pas de paramètres à faire, hein. Donc toujours, hein, vous avez vu, hein, je mets l'outil, je fais la connexion pour dire que j'envoie les données, je paramètre, il passe en jaune, là, hein. Je vais le refaire pour que tout le monde se voit bien les choses. Je supprime, je presse scatter matrix. Pour l'instant, il n'y a rien. Hein. Il est en rouge parce qu'on ne peut pas le paramétrer, il n'y a pas de données en entrée ici. Et donc, je lui envoie ici les données de sortie de ce composant-là et je le mets sur l'entrée de ce composant-là. Très intéressant dans NIME, hein, c'est qu'on a une aide contextuelle qui apparaît systématiquement. Sur Scatter Matrix, il y a une aide sur ce que fait l'outil, sur ses paramétrages individuels et ce qu'il prend en entrée. Et éventuellement ce qu'il donne en sortie. Là, il n'y a rien en sortie, là. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'output ici. Voilà. Alors, si je prends par exemple colonne filter, voilà, il y a les différents éléments ici qui sont là. Vous avez ce qui prend en entrée et ce qui renvoie en sortie. Donc là, c'est toutes les colonnes initialement. Il fait le filtrage qu'on a, on a choisi les variables et il renvoie les variables, la table des données sans les variables qu'on a exclues. Ici, c'est les numéros. C'est pas mal, hein. Je trouve génial cet outil. Cette aide contextuelle-là, je la trouve super. Parce que on peut, à chaque étape, savoir ce qu'on est en train de faire. Et c'est ça très important. Hein. C'est vraiment ça qui est important. Bon, j'exécute. Hein. Donc, une fois que c'est paramétré, exécute en OpenViews. Voilà, j'ai la matrice. Ah, il n'a pas pris la 4e variable. Je la rajoute ici. Et voilà. Alors, on a les 4 variables ici placées sur leurs données. On a les 4 variables placées sur l'abscisse. Là, typiquement, c'est le graphique Scatterplot nuage de points de Sepal-Link avec lui-même. Donc, c'est normal qu'on ait une droite là, sur la première. On est d'accord, hein, c'est normal qu'on ait une droite ici sur la bisectrice. Là, c'est le croisement entre entre Sepal-Length et Sepal-Width. Voilà. Là, c'est le croisement entre Petal-Length et Sepal-Length. Voilà. Donc, si je prends celui-là, typiquement, on voit que les deux variables sont corrélées. On le voit là, que les deux variables sont plutôt corrélées. Hein.
Voilà. Autre élément important également, on voit que, à l'évidence, il y a au moins deux groupes. Il y a un premier pâté là, eh ben, il y a un deuxième pâté là. Donc, quand on va lancer l'algorithme, on s'attend à ce qu'il y ait une des solutions possibles, c'est deux groupes. C'est pas la seule solution possible, hein. Dans tous les cas, c'est une des solutions possibles. Voilà. Si je prends pétale width et pétale length, on voit aussi que les deux variables sont corrélées là, ou là, ou là. Ça dépend de ce qu'on met en application ordonnée. On voit bien, et très bien. Et les deux pâtés, de nouveau, on les distingue. On voit aussi qu'il y a certaines variables qui sont plus discriminantes que d'autres quand on va créer les groupes. Là, ce qui manque ici, c'est que bien sûr, on ne prend pas simultanément les quatre variables en même temps. On les prend par paire, là, hein. Donc, on n'a pas l'idée des corrélations globales, là, hein. On a les corrélations par paire seulement. Mais bon, souvent, ça vous donne des bonnes indications. Et surtout, quand vous avez des individus qui s'écartent beaucoup, ça peut être un élément en fait, à réfléchir. Quand vous avez des groupes par là, des individus isolés, hein. Là, typiquement, peut-être que ça peut fausser des résultats, ainsi de suite. Bon, là, ça se démarre pas trop. Mais si vous avez un nuage de points avec des individus très loin là-bas, là, il faut s'inquiéter. Il faut s'inquiéter, voir qui est cet individu-là. Bon, encore une fois, ce graphique-là, il est génial, mais déjà, il n'est pas praticable quand vous avez 20 variables, essayez de voir, non, c'est très compliqué. Mais bon, sur les petits fichiers exemples, là, ça peut être utile. Une fois que c'est fait ça, du coup, qu'est-ce qui se passe? Admettons, comme j'ai vu que les écarts types sont pas les mêmes, hein, regardons, hein, je reviens sur les statistiques, voilà, on n'a pas les mêmes écarts types, voilà, je peux être tenté de dire, on va normaliser pour que tous les écarts types soient égaux à 1. Encore une fois, c'est pas automatique, hein. On a vu dans la vidéo précédente que ça peut avoir des impacts, ça, qui peut fausser les calculs, qui peut même masquer les groupes. Voilà. Mais bon, c'est des questions qu'il faut se poser. C'est des questions qu'il faut se poser. En l'occurrence, ici, on va dire qu'on va essayer de le faire pour voir. Juste là, pour le coup, c'est pour montrer l'intérêt. Quand les unités sont différentes, là, la question se pose réellement de l'obligation de le faire, ou pas. Voilà. Alors, allons-y. Donc, je vais utiliser l'outil de normalisation ou standardisation. Alors, dans l'AM, c'est normaliseur. Normaliseur qui est là, regardons. Sysnode, je vais pas le dire, regardez, il est là, hein. Voilà. Vous avez le min-max, vous avez le z-score ou bien le décimal. On va prendre, nous, c'est le z-score, ce qui nous intéresse, hein. C'est le centrage réduction. Donc, je prends normaliseur et je prends en entrée les colonnes, les quatre colonnes, et je l'envoie ici. Alors, je vais configurer et je vérifie bien qu'il y a que les quatre variables que je vais traiter et je demande bien le z-score, hein. Centrage réduction. Je clique sur OK et je lance les calculs, exécute, voilà. On va voir la table normalisée, on voit bien ici les variables. On a bien les mêmes quatre colonnes, mais maintenant avec les valeurs standardisées. Alors pour s'en assurer, on va refaire les statistiques descriptives. Statistics, boum, et je le reprends, et tac. Je sélectionne les quatre variables, voilà, et j'exécute. Et je regarde, et on voit bien. Ici, la moyenne égale à 0. En fait, c'est pas exactement de 0 par problème de précision, mais là, ça veut dire que 0,0016 fois, ensuite 6, ainsi de suite. Donc c'est 0 en fait. Voilà. Et on voit que l'écart type égale à 1. Autre élément très important, on a centré et réduit, donc on a changé l'échelle des données, mais on n'a pas changé ses caractéristiques. Donc le skewness et kurtosis ne changent pas, les distributions ne changent pas. On est d'accord là-dessus, hein? Ça ne change pas la nature des distributions au centrage réduction. Ça change uniquement l'échelle. On est d'accord là-dessus. On le voit bien ici, hein. Comparer skewness kurtosis là, voilà, on va le faire, hein. Tac, skewness kurtosis de celui-là et le skewness kurtosis de celui-là. Voilà. Boum. Et on a bien les mêmes valeurs. 0,3149, bon, effectivement. Si c'est pas le cas, c'est un problème. C'est vraiment un problème pour le coup. Dans un centrage réduction, on cherche uniquement l'échelle, hein. On enlève les unités, en gros, si vous voulez, hein, mais on ne change pas la nature des distributions. Donc, ça fait partie des choses qu'il faut vérifier, ça, hein. Il y a certaines transformations qui changent la nature des distributions, hein, qui la symétrisent ou ainsi de suite. C'est à vous de le vérifier. C'est à vous de vérifier qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Bien. J'ai fait la première étape, hein, revenons ici, j'ai fait la première étape. Voilà. Très bien. Donc, maintenant, les données sont préparées et je suis paré pour lancer les calculs, cette deuxième partie qui est là.
Donc, je mettrai ça en ligne également, hein. Je mettrai ça en ligne également avec les fichiers exemples, avec les fichiers exemples d'une part, et le workflow de Nime. Comme ça, vous pourrez récupérer le workflow chez vous et relancer les traitements. C'est ça l'intérêt de l'affaire. Voilà. Là où ça sera intéressant, c'est que vous faites exactement l'identique en utilisant par exemple Python. Je dis ça, je dis rien, mais ça peut être un exemple de TD, ça, hein. Alors, allons-y, on va utiliser les camins. Un cas trait d'union mise, ou bien vous allez dans Analytics, voilà, dans Mining, Clustering, et on prend les camins. Encore une fois, j'aurais pu utiliser un autre outil, hein. On va prendre Camins, c'est l'outil de base que tout le monde connaît à peu près. Dès qu'on enseigne la méthode, les algorithmes de clustering, généralement, parmi les méthodes, les premières méthodes qu'on enseigne, il y a les Camins. C'est pour ça que je fais le choix ici. Mais encore une fois, hein, on verra d'autres méthodes, justement. Alors, je prends Camins, voilà, très bien, et je vais brancher les données centrées réduites sur les Camins. C'est bien vu, hein? Normalised table, voilà, avec les 4 colonnes, 150 individus, et je lance les Camins. Alors, encore une fois, ici, très bien, on a les différents éléments, et on va demander 3 clusters. Pourquoi 3 clusters ici, alors qu'on voit bien que dans le graphique, il n'y en a a priori que 2? Parce qu'en réalité, on connaît un peu les données iris de Fisher et on sait que des classes préétablies, il y en a 3 en fait. Voilà. Mais ça reste une question importante, hein. Il y a le fichier de TD qu'on va utiliser, on ne connaît pas vraiment en fait, hein. Donc je vais donner des indications, mais après, il faut trouver aussi des procédures pour identifier le bon nombre de clusters, hein. C'est un des enjeux majeurs, hein, des clustering, ça. Alors, une fois que c'est OK, très bien, je lance les calculs. Alors, j'ai configuré, vous avez vu, hein, j'ai pris les 4 variables. Très bien, nombre de clusters 3. Voilà, et je clique sur Execute en OpenViews. Voilà, il m'a dit, j'ai créé 3 clusters. Voilà, avec, dans le premier groupe, il y a 50 individus, dans le deuxième 49, dans le troisième 51. Et là, on a les barycentres conditionnels, ce qu'il appelle les prototypes en réalité. En fait, si on va sur les résultats qui est là, il y a 3 sorties. Vous avez bien vu, hein? Regardons. Si je vais sur Camins, voilà, il vous dit, donc il y a la description de ce que fait l'algorithme, hein, très bien, et voilà, hop là, il vous dit ce qu'il prend en entrée, voilà, et ce qu'il prend en sortie. Ce qui donne en sortie du coup, c'est les données avec la classe d'appartenance, voilà, comme on avait vu dans Tanagra Excel. Ensuite, les groupes, voilà, et une description PMML qui va être utilisée pour le déploiement. On verra pas ensemble ça ici. Voilà, mais typiquement, Master 2, quand je fais une remise à niveau en début d'année, voilà, je leur demande de travailler intensivement sur le déploiement. Ça fait partie du job. Ça fait partie du job, hein. On parle beaucoup de MLOps et tout ça. Et dans ce cadre global-là, et justement, la question du déploiement est centrale, hein. C'est l'industrialisation. Elle est très importante, cet aspect-là. Et il faut absolument qu'on ait une expertise là-dessus. Bon, là, on est sur un cours d'initiation aux algorithmes de clustering. Je ne vais pas embêter les étudiants avec PMML et puis l'industrialisation. Il n'en reste pas moins qu'il faut absolument qu'on ait à l'esprit qu'il y a une question de déploiement à la fin. Il y a une question d'industrialisation des algorithmes à la fin. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Alors, on va les voir tour à tour. Donc, ici, hein, on a le jeu de données, voilà, avec les clusters d'appartenance. Il numérote de manière arbitraire, hein. Voilà, donc cluster 0, ensuite le cluster 1 et cluster 2. Il y a 3 clusters. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément également, on a ce qu'on appelle les prototypes. Donc, c'est les barycentres conditionnels. Les barycentres conditionnels sont là, voilà, c'est les moyennes, en fait, de chacune des variables pour chaque cluster. Voilà. Et dernier point important, on a la description PMML qui est utilisée pour le déploiement. Voilà. J'en parle pas plus que ça, mais c'est important d'avoir une visibilité là-dessus. Alors, très bien. Alors, essayons justement d'avoir une expertise sur les résultats. Déjà, comptons le nombre d'individus dans chaque cluster. Il y a un outil pour ça, c'est Value Counter. Value Counter. Donc, vous avez vu, hein, il est dans Analytics, Statistiques, Value Counter, voilà, et je branche la première sortie qui est les données avec la nouvelle colonne, c'est les labels, hein, c'est les classes d'appartenance. Donc, je le configure et je vais compter les valeurs de cluster. Voilà, et exécute. Alors, une fois que c'est exécute, voyons les résultats. Voilà. Il me dit, cluster 0, il y a 50 individus, cluster 1, 149 individus, cluster 2, 51 individus. Très bien.
Autre élément important également, je peux calculer les moyennes conditionnelles. Il les a, mais on peut aussi les calculer nous-mêmes de manière explicite. On va utiliser ici, alors il n'y a pas l'outil moyenne conditionnelle, mais on peut utiliser l'ANOVA. L'ANOVA, typiquement, c'est une comparaison de moyenne en fait, hein. Voilà, donc on peut le faire. Donc je vais utiliser One Way ANOVA. One Way ANOVA, voilà. Bon, on ne fait pas de vrais tests d'hypothèse, on est bien d'accord là-dessus, hein. C'est tout simplement une astuce pour calculer les moyennes conditionnelles et obtenir des informations supplémentaires. Ah ah, ce qui est très, très intéressant. Donc je récupère ici, voilà. Je configure, je lui dis les variables sur lesquelles on va calculer les moyennes conditionnelles, c'est pas length, et la variable qui définit les groupes, c'est cluster. Bien vu, hein? Ça, c'est les variables sur lesquelles on calcule. C'est exactement le même tableau croisé dynamique que sur Excel. Vous vous rappelez, hein? Il y avait les différentes colonnes et les différentes variables, et on avait en ligne, justement, les différents clusters. Voilà. Et on va calculer les moyennes conditionnelles. Donc, très bien. Donc, hein, grouping colonne. Voilà. Et ça, c'est les variables. Je clique, execute on open views, et on a les résultats. Qu'est-ce qui est intéressant ici? Donc, on voit bien que les moyennes marginales, c'est 0. Chacune des variables, oui, bah oui, les variables ont été centrées réduites, donc les moyennes marginales, c'est 0, on est d'accord là-dessus. Ensuite, on a les moyennes conditionnelles. Donc pour le cluster 0, la moyenne du cluster 0 pour la variable cPanlength, c'est -1. Pour le cluster 2, c'est 1,06, et pour le cluster 1, c'est -0,77. Donc déjà, on voit très rapidement, comme on avait vu, hein, que le cluster 0, en fait, a des valeurs plutôt basses par rapport à la moyenne globale 0, ici, pour cPanlength. Et que le cluster 2 a des valeurs plutôt élevées pour cPanlength. C'est ça, hein? Ça vous permet de commenter les résultats en associant les groupes à chacune des variables pour voir comment la variable a joué dans la détermination des groupes. Voilà. On peut le voir ici, ainsi de suite également. Alors, j'avais dit également qu'on pourrait calculer le rapport de corrélation. Donc là, on peut calculer ici la valeur test à partir d'ici, hein. Surtout que l'écart type, là, égale à 1 maintenant. Donc, ça simplifie la formule du valeur test, hein. Regardez de nouveau la formule du valeur test que j'avais montré dans le support la dernière fois. Vous avez vu que l'écart type, il est égal à 1 ici, parce qu'on a centré réduit les variables. Du coup, ça simplifie la formule, hein. Je vais le remontrer. Je n'avais pas prévu de le montrer, mais je vais le remonter quand même parce que je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Ça, c'est sur l'interprétation des classes. On en est là. Et, ah bah tiens, il va directement là, il se rappelle. À un moment donné, j'ai montré la formule des valeurs test. Regardez. Ça, c'est l'écart type marginal, là. Mais on a centré réduit les variables. Donc là, c'est égal à 1, du coup. On est d'accord là-dessus. Du coup, ça simplifie grandement la formule. Et ce qui joue réellement, c'est l'écartement de la moyenne conditionnelle avec la moyenne globale. Sauf qu'encore une fois également, on a centré réduit les variables. Donc cette moyenne globale-là, elle est nulle également. Donc le x bar, il est égal à 0, sigma carré est égal à 1, du coup la formule devient extrêmement simplifiée en réalité. Ça vous permet d'avoir rapidement les valeurs test. Là, vous le faites très, très rapidement, là, pour le coup. Alors ça, c'est un élément important. Autre élément important, j'avais parlé également, je reviens d'un coup dessus, j'avais parlé du rapport de corrélation. Rappelez de ça, hein, pour voir justement le rôle de la variable dans la détermination de la partition, hein. Donc la valeur test, c'est pour commenter chaque groupe, et pour voir le rôle de la variable dans la détermination de la partition, on avait le rapport de corrélation ici. On peut l'avoir, ça, sous NAEM? Oui. Voilà. C'est que, à la sortie qui est là, on a justement le tableau d'ANOVA. Alors, le tableau d'ANOVA en lui-même ne nous sert pas réellement, hein. Ce qui nous sert justement, c'est les sommes des carrés. Là, on a somme des carrés totaux. La formule est très simplifiée, puis du coup, parce que les variables sont centrées réduites. On voit aussi que l'écart type qu'il utilise, c'est le n-1, là, pour le coup, qu'il utilise. Voilà. Et là, on a le BSS, le Between Sum of Square. Voilà. Et là, le WSS. Voilà. Et là, on a le TSS. Donc, du coup, BSS sur TSS, ça vous donne le carré de rapport de corrélation. Qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Je le dis tout le temps, mais c'est vrai, c'est vrai. L'outil, ce n'est qu'un outil, hein. Ensuite, nous, ce qui est important, c'est qu'on comprenne ce qu'on est en train de faire, qu'on comprenne bien les algorithmes machine learning. J'aurais pu faire exactement, vous allez le faire exactement avec un autre jeu de données, le même exercice sous Python. Là, je le fais sous Nine. Mais fondamentalement, c'est le même framework. Voilà. Alors, du coup, est-ce que je peux refaire le même graphique là? Voilà. En mettant cette fois-ci les couleurs qui indiquent les classes d'appartenance, hein. Comme dans, regardez, hein,
Bon, là, c'est un peu différent, là. Là, c'est la classe Species qui est utilisée, hein. Mais est-ce que je peux avoir ce même graphique-là, mais cette fois-ci, je mets une couleur au point en fonction du groupe qui a été attribué par les camins. Oui, sans problème. Alors, ça a également sous R une commande, hein, sous Python avec la librairie Seaborn, une commande, on est d'accord là-dessus. Sous Nime, pour le coup, là, il faudrait réfléchir un peu. En fait, il faut le faire en deux temps. L'outil de gestion de couleurs d'abord, et ensuite, on fait le scatter matrix. Alors, l'outil de gestion de couleurs, c'est Color Manager. Donc, il est dans Views, Property Color Manager. J'ai un peu cherché, hein. J'avoue que j'ai passé beaucoup de temps à étudier Nime. Voilà. Mais bon, maintenant, je l'utilise relativement facilement et je peux vous dire que c'est un investissement qui vaut le coup, hein. Donc, surtout, il y a aussi, on parle beaucoup de no-code. Bah là, no-code, là, pour le coup, hein. On est d'accord là-dessus, hein. Alors, je mets ici, voilà, et je lui dis, pour spécifier les couleurs, il n'y a qu'une variable. On peut utiliser des variables quantitatives. À ce moment-là, on a une plage de couleurs. Là, pour le coup, c'est une variable qualitative qui va définir les couleurs. C'est les clusters d'appartenance. Voilà. Ensuite, on choisit les jeux de couleurs. À présent, je prends par exemple le troisième ici. Voilà. OK. Une fois que ça c'est fait, j'exécute. Voilà. Et on a table avec les couleurs. On a bien ici. Vous avez vu, hein? Alors, c'est pas mal, ça. J'adore Nine. Vous avez les couleurs qu'il a attribuées. Les clusters 0, c'est là. Voilà. Le cluster 2, c'est plutôt vert. Cluster 1, c'est plutôt bleu. Et il le met ici, les couleurs. C'est vraiment pas mal. J'adore ça. Eh bien, alors, une fois que c'est ça, donc je remets le scatter matrix. Scatter matrix. Voilà. Boum. Et je remets ici. Il n'y a rien à paramétrer, donc je lance directement exécutant d'OpenViews. Voilà, il n'a pas mis toutes les variables, donc je mets toutes les variables. On n'a pas besoin de mettre variable cluster, hein, ici à l'abscisse ordonnée. Et voilà. Et on voit bien qu'effectivement, voilà, il y a un groupe qui se distingue beaucoup ici, qui se distingue bien ici, hein, voilà. Et en fait, c'est ce pâté-là qu'il a divisé en deux avec l'algorithme. Alors, ici, là, ça peut paraître étrange, là, pourquoi il a subdivisé en deux? N'oubliez pas qu'il a fait les calculs en 4 dimensions. Et que là, on fait une représentation par paire. On est d'accord là-dessus. On est absolument d'accord là-dessus. Donc, c'est pas totalement fidèle, là, en fait, hein. On est d'accord là-dessus, hein. C'est pour ça qu'on peut avoir des résultats qui peuvent paraître, ou bien des chevauchements, même, hein. Ça peut paraître étrange on fait un clustering, on a des chevauchements. Oui, parce que le calcul, il l'a fait en 4 dimensions, en prenant simultanément les 4 variables qui sont pas indépendantes de Z2, qui sont pas orthogonales de Z2 et ces variables-là. On est d'accord là-dessus. Donc, les représentations qui sont là ne sont pas fidèles, hein. On est absolument d'accord là-dessus. Ça vous donne une visibilité, tout simplement, sur le rôle des variables dans la détermination des groupes. Voilà. Mais bien sûr, c'est pas étonnant, hein, qu'on ait parfois des recouvrements ou qu'on ait une subdivision qui ne paraît pas pertinente à vue d'œil. Notre cerveau, notre vision a une vue, on a un double avantage, nous, on a une vue locale et globale avec les yeux. Voilà. Et là, ça peut paraître étrange, ça, hein, mais n'oublions pas, le calcul a été fait sur les 4 variables simultanément. Bien. Très bien. Voilà, j'ai fait la deuxième étape, je sauvegarde au fur et à mesure, hein, c'est quand même pas mal de sauvegarder. Voilà. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est de voir le positionnement de la variable illustrative, la variable species, là, hein, qui permet, donc c'est les classes originelles des différentes feuilles, des différentes fleurs. Voilà. Est-ce que les groupes que nous on a déterminés sont en correspondance avec ces classes originelles-là? C'est ce qu'on appelle de la validation externe. Alors, ça peut paraître toujours être bizarre, parce que si on a déjà les classes d'appartenance, il faut qu'on s'embête à faire du clustering, voilà. Mais moi, je vais surtout dans l'angle de j'ai une variable illustrative, et de quelle manière cette variable illustrative-là peut expliquer les classes qui ont été produites par l'algorithme de clustering. C'est plus ça qui m'intéresse en réalité. Validation externe, j'ai toujours été très prudent par rapport à ça. Dans les publications scientifiques, on veut montrer que mon algorithme est meilleur, ça peut se concevoir, mais en revanche, dans une étude réelle, on peut se dire pourquoi on fait du clustering si on a déjà les classes d'appartenance. On est d'accord là-dessus, hein. Voilà. Donc, il faut plutôt voir dans le sens, j'ai des variables illustratives, comment cette variable-là me permet de mieux commenter les groupes qui ont été définis par l'algorithme de clustering. Alors, c'est la troisième étape. Et le problème, voilà, c'est que là, on n'a pas importé les données. Ils sont dans la deuxième feuille. Ces données-là sont dans la deuxième feuille, hein. Voilà. Donc, comment je vais importer ces données-là, hein? Alors, du coup, voilà, je vais relire le fichier Excel, mais en lisant la deuxième feuille.
Et Excel, voilà, Reader, boum, et je le mets là, voilà. Et je vais le configurer, je récupère dans le répertoire démo, et je le récupère. Sauf que cette fois-ci, je ne prends pas la première feuille, je vais prendre la feuille Species. Voilà. Très bien. Une fois que je prends la feuille Species, OK, j'exécute, je vérifie, il les a bien chargés. Bon, nickel. Mais la question maintenant, c'est que dans cette sortie-là, j'ai les classes d'appartenance. Vous avez vu, hein, c'est cette colonne-là. Voilà. Dans cette sortie-là, voilà, j'ai Species. Et je veux croiser les classes d'appartenance qui sortent ici, voilà, avec les Species qui sont ici. Il faut faire une jointure. Il faut faire une jointure. Il faut faire une jointure des deux tables en raccordant les numéros de ligne. Très bien. Alors, c'est là que c'est quand même pas mal, Naïm, hein. Voilà. Ben, tout simplement, je fais joiner. Je vais utiliser l'outil joiner. Je le mets là. Voilà. Tac. Et je le mets là. Ça, c'est la deuxième sortie, deuxième entrée et la première entrée qui est là. Alors, il faut que je dise quelle est la clé de jointure, hein. N'oubliez pas, hein, là, si je regarde, voilà, on a le numéro, mais surtout on a row ID ici, qu'il a généré automatiquement en important la base. Voilà. Et ici également, on a les row ID, hein, qui indiquent également le numéro d'individu. Voilà. Donc, je vais faire un appariement là, en associant ces deux row ID là. Allons-y, configure. Je vais dire le critère de matching. Voilà, c'est row ID pour la table, la première table, les species. Row ID pour la deuxième table, c'est les classes d'appartenance, les clusters d'appartenance issus des Kamins. Voilà. Une fois que j'ai fait ici la jointure, voilà, je vérifie, hein, tac, et regardez, row 0 de la première table correspond à row 0 de la deuxième table, row 1, ainsi de suite. On a la colonne species là, on a la colonne cluster qui est là. Et du coup, on peut croiser les deux. Allons-y. Boum, voilà, je vais chercher l'outil cross table. Très bien. Un exercice très intéressant, hein, c'est que vous reproduisez exactement les mêmes étapes, voilà, en utilisant Python, par exemple, ou R, hein, voilà. Et on le fera, justement. Donc, je prends cross tab, voilà, tac, et je le mets là, et je configure. Alors, variable ligne, ça va être les espèces, Setosa versicolor virginica, et cluster, je ne mets pas de pondération. Je veux un tableau de comptage, tout simplement, hein. Voilà. OK. Exécute en OpenViews, et on a un tableau ici. J'ai pas besoin des pourcentages pour l'instant. Qu'est-ce qui se passe? On voit bien que le cluster 0 correspond à Setosa, et que Setosa correspond à cluster 0. C'est le groupe qui était isolé, là. Vous avez bien vu? Rappelons ici, hein, si je regarde ici, ben là, euh, c'est ce, hop là, c'est ce groupe isolé, là, des marrons, là, hein. Donc ça, c'est nickel, il l'a bien isolé. Ensuite, la confusion, si vous voulez, elle est sur ces deux classes-là. On voit, hein, qu'il y a un écrasement, là. Voilà. Mais encore une fois, le calcul est fait en 4 dimensions, hein. Bah, c'est ce qu'on voit ici. Je reviens là, on voit bien, hein. Voilà. Le cluster 1 correspond à un versicle. Donc, il y a 49, il y a 49 individus dans le cluster 1. Et parmi ces 49 individus, voilà, il y en a 38 qui sont des versicolores et 11 virginica. Les versicolores, voilà, il y a 38 qui se retrouvent dans le cluster 1, il y en a 12 qui se retrouvent dans le cluster 2. Oui, hein, il y a cette double lecture-là. Voilà. Donc, on voit bien que cluster 1 et cluster 2, en fait, voilà, il peut y avoir une confusion, justement, avec les classes versicolores virginica. Mais majoritairement, on peut dire que cluster 1 est associé plutôt à versicolore et que cluster 2 est plutôt associé à virginica. Hein. Ça, c'est bien dans SPAT, justement, qui est un logiciel très intéressant dans ce domaine-là. On a ce mécanisme-là. C'est la probabilité de la classe dans le groupe, voilà, et la probabilité du groupe dans, ainsi de suite. On a bien ces deux points de vue-là. Très important d'avoir ces deux points de vue-là. Bien. Alors, on a le qui 2 là, rappelez-vous, et donc je peux calculer le V de Cramer. On peut calculer le V de Cramer, hein. Si on a le qui 2 là, voilà, rappelez-vous, le V de Cramer, c'est la racine carrée du qui 2 normalisée par les individus et les degrés et le minimum de nombre de lignes moins 1, nombre de colonnes moins 1.
Et voilà, ça vous donne le degré d'association, mais on le voit ici de toute manière. On peut le confirmer par un calcul, mais on le voit, l'association, elle est relativement forte. Voilà, cluster 0, c'est vraiment c'est TOSA, aucune ambiguïté, et que néanmoins, on se démarque bien ici. Très bien. Et voilà, j'ai fait la deuxième étape. La troisième étape. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je sauve toujours, hein. Dernière étape, voilà. Oh non, c'est pas ça que je voulais montrer, c'était plutôt ça que je voulais montrer. Voilà. Je veux classer l'individu supplémentaire. Voilà. Cet individu supplémentaire-là, je peux l'associer à quel cluster? Cluster 0, cluster 1, cluster 2. C'est comme quand vous faites, si je prends un exemple plus intuitif, vous faites une segmentation clientèle, vous avez des clients qui dépensent beaucoup, via une segmentation RFM par exemple, hein, récence fréquence montant. Voilà. Vous avez les clients qui reviennent beaucoup, qui dépensent beaucoup, les clients qui reviennent rarement, voilà, mais à chaque fois qu'ils viennent, qui dépensent beaucoup, et les clients qui viennent rarement et qui dépensent très peu en fait. Voilà, ainsi de suite. Donc vous avez une segmentation clientèle, vous avez un niveau client qui arrive, voilà, à quel segment vous allez l'associer, hein, en calculant justement les distances au barycentre. Voilà. Bien. Alors, il y a quand même une difficulté ici. Pourquoi là, il y a une difficulté? Parce que l'individu supplémentaire est exprimé dans les unités originelles. Or, nous, qu'est-ce qui se passe? On a centré réduit les variables. Donc, si on veut calculer les distances au barycentre, il faudrait qu'on centre et réduit également cet individu-là. Ouais, mais sur quelle moyenne et sur quel écart type? Certainement pas sur les mêmes, sur les moyennes écart type ici, parce que vous avez une colonne de not a number là. Vous faites hein, vous avez un numérateur 0, un écart type égal à 0, 0 sur 0, je dirais c'est la tête à haricot. Mais bon, ça va pas le faire pour le coup. Donc c'est pour ça qu'en réalité, il faut utiliser, et c'est justement ça, hein, il faut utiliser les moyennes écartées calculées sur l'échantillon d'apprentissage. C'est une question qui revient souvent. On me dit, mais pourquoi? Ben oui, ben justement, potentiellement dans l'échantillon test, on peut avoir qu'un seul individu. Et donc là, on voit très bien qu'en réalité, les paramètres à utiliser, c'est toujours les paramètres calculés sur l'échantillon d'apprentissage. Allons-y alors. Du coup, cette feuille supplémentaire-là, il faut l'importer. Donc c'est ce que je vais faire ici. Ah, on l'utilise l'Excel Reader, hein. Boum, voilà. Et une fois que je l'importe, tac, je vais sélectionner la base, qui est sur le bureau dans des mots toujours, hein. Voilà. Et je prends cette fois-ci la troisième feuille. Voilà. OK. J'exécute, voilà, boum, et enfin bref, et on a bien ici les différents éléments. Une fois qu'on a ça, donc il faut le centrer et réduire en utilisant les paramètres calculés sur l'échantillon qui a servi à les individus actifs qui ont servi à la constitution des clusters. C'est pour ça que dans Camine, dans Normalizer plutôt, dans Normalizer, il y a le pli bleu qui est là. Regardez ce qu'il dit dans l'input. Et dans l'output port, ici, il y a le modèle de normalisation qui peut être appliqué sur un autre jeu de données. Ah bah c'est nickel, c'est ce qu'on va utiliser. Donc, on va aller chercher l'outil qui permet d'appliquer la normalisation. Normalizer apply. Qu'est-ce qui prend en entrée? Les données à standardiser. Et ça, c'est la deuxième entrée. Et la première entrée, c'est les paramètres de normalisation. La moyenne écart type, tout simplement. Voilà. Une fois que c'est fait ça, on va paramétrer pour voir. Voilà, il n'y a pas de paramètres à faire parce que pour lui, c'est clair ce qu'il faut faire. Ce que nous devons faire, voilà, pour lui, c'est relativement limpide. Et j'exécute. Maintenant, regardons, effectivement, voilà les valeurs de la variable, voilà, des variables pour l'individu supplémentaire, voilà les valeurs, voilà, après normalisation. Bien. Donc, une fois que c'est ça, maintenant, on peut calculer, du coup, les distances au barycentre pour affecter donc l'individu à l'une des classes, hein. Alors, justement, on va voir un outil là-dessus. C'est dans Analytics, Mining, voilà, Clustering, et on a le cluster assigneur qui est là. Je prends cluster assigneur. Qu'est-ce qui prend en entrée? Ici, le modèle, la troisième sortie, justement, c'est le modèle qui permet de faire l'assignation. C'est génial, hein. Regardez bien, hein. Il a mis ici les couleurs bleues pour dire que c'est compatible. Vous avez vu, là, c'est bleu foncé, là. Et là, c'est bleu clair. Donc, en un coup d'œil, sans lire l'aide même, en fait, en réalité, on peut voir si les nœuds, si les sorties et les entrées sont compatibles. Ah, j'adore cet outil. Voilà, et hop, du coup, je mets là. Très bien. Une fois que c'est fait ça, je regarde les paramètres. Voilà.
Donc, si je fais un petit parallèle avec Scikit-Learn, hein, là, on aurait un feed transform, voilà, et là, on aurait un transform tout court. Hein. Là aussi, pareil, un feed transform pour pouvoir faire les calculs, et là, on a un transform tout court en utilisant ce qui a été fité, les moyennes écart types qui ont été fités hein, sur l'échantillon d'apprentissage. C'est pas mal, hein. Donc là, pour le coup, il faut bien noter ce que je dis. Hein. Alors, je configure, il n'y a rien à faire ici en termes de configuration, et j'exécute, voilà, on regarde les résultats. Il vous dit que cet individu-là appartient plutôt au cluster 2. Voilà ce qu'il me dit. Alors, c'est joli ça, mais bon, ok, donc il a calculé les distances au barycentre, on a le cluster 2, c'est très bien. Est-ce que j'aurais une possibilité de visualiser ça? On a 4 variables, donc faire un graphique 4 variables en quatrième dimension, c'est pas trop possible. En revanche, ce qui peut être possible, c'est projeter les individus dans le plan via une ACP, analyse en composante principale, et regarder comment se situent les clusters dans ce cadre-là. C'est ça qui serait intéressant. Voilà. Sachant que, en faisant une ACP, avec les 2 premières dimensions, on n'a pas une représentation qui est totalement fidèle. On a une représentation qui est la plus fidèle possible, mais pas fidèle à 100%. Donc, il y aura toujours cette restriction-là. Hein. N'oubliez pas, hein, n'oubliez pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, je vais faire une ACP. Pour moi aussi, c'était l'occasion de montrer comment faire une ACP sous NIME, ce que jamais j'ai montré. Bon, je pourrais faire un tuto spécifique là-dessus, mais bon, là, c'est l'occasion de le faire. Alors, c'est très bizarre sur NIME, on va le faire en 2 temps en fait, parce que l'outil est bizarrement fait, mais c'est un principe, il faut comprendre les mécanismes simplement. Déjà, donc, on va utiliser l'outil PCA. Il est dans Analytics, Meaning PCA, voilà, et l'outil PCA est là, ça semble naturel qu'on prenne celui-là. Très bien. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, je prends les données centrées et réduites. Donc, je récupère, voilà, les données centrées et réduites, je récupère là, et tac, là, je vérifie bien que j'ai pas fait de bêtises. Je réduis ça, hein, parce que ça devient de plus en plus étroit, là. Je regarde bien, on a bien les 4 variables qui sont là, qu'il va utiliser pour faire le PCR. Voilà, et je veux avoir 2 dimensions. D'accord là-dessus, hein. Donc le paramétrage, c'est que je veux avoir 2 dimensions. Le maximum, c'était 4. Voilà. Sinon, on peut demander aussi qu'on ait le nombre de dimensions qui permet d'obtenir tant d'informations, tant de pourcentage d'informations, pourcentage d'inertie hein, exprimé. Alors, exécute. Voilà, transformer de data, et on a les 2 dimensions qui sont là. Donc, du coup, je peux faire de nouveau les graphiques. Les graphiques en mettant des couleurs au point qui correspondent au groupe d'appartenance. Voilà, je mets Color Manager encore une fois. Hein. Très bien. Une fois que j'ai mis Color Manager, voilà, tac, je choisis les couleurs, voilà, sur cluster, et je mets le jeu qui est là. Donc, le cluster 2, là, c'est les verts. C'est les verts. Hein. Très bien. Donc, je clique OK. Très bien. J'exécute. Et du coup, je peux faire un scatterplot avec les 2 dimensions. Scatterplot simple cette fois-ci. Hein. Voilà, avec les 2 dimensions. Le premier axe et la première et la deuxième composante, hein, les 2 premières composantes. Et voilà, je vérifie, il n'y a pas de paramètres spécifiques à mettre. Je lance les calculs. Voilà. Et on a bien ici les. Voilà. Donc rappelons, hein, le cluster 2, c'était les verts. Donc voilà, le cluster 2. Et encore une fois, hein, c'est normal qu'on ait un recouvrement parce qu'on n'a pas 100% de l'information dans les 2 premiers facteurs. Là. On est d'accord là-dessus. Très bien. Ça, c'est le premier cluster 0, cluster 1 et cluster 2. On est d'accord. Hein. Je sais ça pourquoi? Parce que quand j'avais fait le color manager, rappelez-vous, hein, ah non. Oui, mais on peut le voir ici. Non, c'est surtout dans le paramétrage qu'on peut le voir. Voilà. Jaune, un peu marron, je ne sais pas comment dire cette couleur-là, 0, bleu c'est 1 et vert c'est 2. Hein, donc c'est ce qu'on voit ici. Voilà, vert c'est 2, 1 et 0. Alors du coup, mon individu supplémentaire là, il se situe où pour qu'on lui attribue le cluster 2? Voilà. Donc, il faut que cet individu supplémentaire là, voilà, je le projette dans l'espace factoriel. En utilisant les vecteurs et valeurs propres calculés, enfin les vecteurs propres calculés sur l'échantillon initial. On est d'accord là-dessus, hein. On est d'accord là-dessus. Hein. De toute manière, vous n'allez pas calculer des axes factoriels sur un individu, hein, à partir d'un individu. C'est pas non plus, ça n'a pas trop de sens non plus. C'est là que c'est un peu bizarre. Il faut refaire l'ACP avec un autre outil. Voilà. C'est PCA Compute. Bon, je mets ici, voilà. Donc, je refais une deuxième fois l'ACP, voilà, parce qu'il donne des informations supplémentaires. Et surtout, vous voyez bien, il y a un petit bleu là
qui permet en fait de dire que, en réalité, je vais pouvoir également faire une projection. Vous avez bien vu, hein, il y a différentes sorties. Alors, je vais ici, je paramètre, il y a les 4 variables, très bien. Voilà, j'exécute, bien. Alors, on se dit, mais c'est quoi l'intérêt de refaire l'ACP? Parce qu'il a des sorties supplémentaires. La première sortie, c'est la matrice de covariance. Comme j'ai centré et réduit les variables, du coup, c'est la matrice de corrélation. On a bien une diagonale à 1 ici. Pas de souci là-dessus. Ensuite, ce qui est autre élément également, voilà, on a les vecteurs propres qui sont là et les valeurs propres. Voilà. Donc, on voit très bien que sur les deux premiers facteurs, là, on a quand même beaucoup d'informations, hein. Alors, justement, il y a un troisième élément, c'est le modèle de transformation avec ici les différents éléments. Bien. Alors, du coup, qu'est-ce qui se passe alors? Je vais prendre ici les données centrées, et donc l'individu supplémentaire qui a été centré réduit, et je vais appliquer sur lui la projection dans l'espace factoriel. Il y a un outil pour ça, c'est le PCA Apply. Très bien. Donc, je prends le modèle ici, de projection, et je prends ici l'individu que je veux projeter dans l'espace factoriel, un individu supplémentaire. Voilà, je regarde, on prend deux facteurs, et on voit que dans les deux premiers facteurs, on a 95,8% de l'information disponible. Ça y est, on a l'info. Voilà, très bien, et on peut calculer. Alors, on a un résultat, voilà, avec les dimensions, avec euh, les coordonnées de l'individu supplémentaire dans l'espace factoriel, dans le plan factoriel. Alors maintenant, on va essayer de voir les deux en même temps, hein. Voilà, view scatterplot, je le mets là. Voilà, et on a les coordonnées. Donc le coordonnées là, en abscisse, c'est 0,495, hein, on voit bien, hein, 0,495, donc il est à peu près par là. Voilà. Et 1,103 sur leurs données. Donc, tac, 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 1,103, il est à peu près par là. Donc, c'est tout, il est à peu près là, hein. Donc, c'est tout à fait normal qu'on l'attribue au cluster 2. Il est plutôt du côté des verts, là, en l'occurrence, hein. Il est plutôt du côté des verts, hein. On voit très bien ici, hein. Voilà. Et voilà. Alors, ce qui serait pas mal, justement, c'est que on mette cet individu supplémentaire-là ici pour qu'il apparaisse là, hein. Voilà. Là, c'est un peu plus compliqué. Je ne le fais pas ici, voilà. Vous pouvez essayer de le faire chez vous. C'est quand même relativement compliqué ici parce que il faudrait faire une sorte de airbind, voilà, ou de faire un graphique et de rajouter un graphique supplémentaire. Là, pour le coup, je trouve que de le faire dans Python, je le fais en une commande, ça, hein, deux commandes. Voilà, sous R, pareil également. Il suffit de faire des plots et des lines et des points, c'est sans aucun problème. Voilà, avec Matplotlib également sans problème. Là, sous Naim, c'est compliqué, hein. Je sais que c'est par là qu'il est, hein, il est là, le point supplémentaire, là, mais pour le faire apparaître explicitement, il faudrait faire des jointures entre les deux sorties, là, ensuite essayer de voir, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais bon, à mon avis, c'est faisable, mais là, bon, très bien. Autre élément également sur lequel ça peut être compliqué, c'est que là, on a fixé à 3 ici arbitrairement le nombre de classes, le nombre de clusters. Voilà. Or, ce qui est d'usage, et on fera ça en TD, c'est que on essaye différentes valeurs et on regarde un critère, hein, de qualité de la partition, soit la décroissance, soit la décroissance de Within Sum of Square, de l'inertie intraclasse, soit d'autres critères qui ne dépendent pas du nombre de classes, ainsi de suite, pour choisir justement le nombre de classes. Ici, ben, je vois pas très bien comment faire. Alors, je sais qu'il y a des outils de boucle, hein, il y a des outils de boucle. Ici, hein, il y a des éléments pour le faire. Donc, non, j'ai fait d'ailleurs pour la validation croisée dans d'autres tutoriels, j'ai dû le faire, hein. Donc, on doit pouvoir faire une boucle là, faire varier le nombre de clusters et surveiller un critère quelconque, hein. Ça devrait être possible, voilà, parce qu'on peut, je vois qu'il y a tous les outils pour le faire là. Mais bon, après, il faut le faire. Après, il faut le faire. Ça peut être un exercice pour vous à la maison. Ce qui est important pour moi, c'est de voir ce schéma global-là. Donc, je mettrai en ligne ici le fichier PDF qui décrit. Ensuite, je mettrai la correction ici, en fichier Name archive que vous pouvez importer dans Name. Récupérez Name sur Internet, vous l'installez chez vous. Ensuite, vous récupérez l'archive et je mettrai également les données. Comme ça, vous pourrez bien les différentes étapes. Là où c'est intéressant, c'est que tout ce que je viens de faire là, on peut le reproduire sans problème sous Python, sans problème sous R. C'est ça l'intérêt de l'affaire, hein. Voilà. Mais encore une fois, j'ai voulu montrer déjà le schéma global et montrer également qu'on peut le faire avec d'autres outils que Python et R, et justement avec Nime, qui est un outil que je trouve assez épatant, je trouve, assez épatant. Voilà, excellent travail à tous.